Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe que crucial, la guerre numérique et, on pourrait dire, son art militaire. Absolument. On a pas mal de sources sous la main pour essayer de décrypter ensemble ce nouveau champ de bataille, un peu invisible mais finalement omniprésent. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, comprendre ce qu'est vraiment ce conflit numérique, qui en sont les acteurs, quelles stratégies ils emploient et bien sûr quels sont les impacts. Parce que oui, le cyberespace est devenu un vrai domaine de confrontation. Un domaine à part entière, oui. Ça impacte toutes les dimensions de la conflictualité moderne. Et la cybersécurité, c'est plus juste une question technique pour les informaticiens, quoi. C'est devenu un pilier de la sécurité nationale, économique même. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, c'est important, je crois, de clarifier quelques termes. Parce que c'est un peu confus parfois. Ah oui, bonne idée. On entend parler de cyberguerre, par exemple. Là, on parle d'attaques qui visent à causer des dommages. Comparables à ceux d'une guerre physique. C'est vraiment le niveau au-dessus. D'accord. Ensuite, il y a la guerre de l'information. Ça, c'est plus large. Ça englobe la manipulation de l'info elle-même, mais aussi des canaux qui la diffusent. Tout ça pour gagner en puissance, influencer. Ok, la guerre de l'info, c'est pas que du piratage alors. Non, c'est bien plus vaste. Et puis on a aussi l'expression campagne de guerre numérique. Là, c'est plus spécifique. C'est l'emploi d'armes cyber, de logiciels malveillants, par exemple, pour attaquer les systèmes d'un autre État. Compris. Et cette ambiguïté entre tous ces termes, ça complique pas mal les choses, notamment pour appliquer le droit international, ou même juste pour savoir qui a fait quoi, l'attribution des attaques. C'est un vrai problème, l'attribution. Mais attendez, juste une petite anecdote pour montrer que l'idée de pirater des systèmes d'info, c'est pas si neuf que ça. Figurez-vous que certaines sources mentionnent un truc en France, en 1834. Des spéculateurs auraient piraté le système télégraphique Chappe pour avoir des infos sur la bourse avant les autres. Ah oui, incroyable. Une sorte de délit d'initié high-tech de l'époque, quoi. Exactement. Une cyberattaque avant l'heure. Bon, allez, revenons à aujourd'hui. Qui sont les combattants dans cette guerre numérique? Alors, il y a plusieurs catégories. Oui, on pense d'abord aux États, évidemment. La Russie, la Chine, les États-Unis, l'Iran, Israël, ils ont des capacités offensives et défensives très importantes. C'est clair. Ils visent l'espionnage, le vol d'informations sensibles, comme avec les sondes Titan Rain qu'on a vues il y a quelques années. Le sabotage aussi. Stuxnet contre l'Iran, ça a marqué les esprits. Énormément. Ou la propagande, les opérations d'influence. Mais attention, les États ne sont pas seuls sur ce terrain. Non, justement, il y a tous les acteurs non étatiques. Les cybercriminels qui cherchent surtout l'argent, les rançongiciels, tout ça. Oui, le gain financier pur. Les activistes, comme Anonymous, qui ont des motivations plus idéologiques. Voilà. Et puis les cyberterroristes, qui visent la déstabilisation, sans oublier une chose importante, les menaces internes. Un employé mécontent, par exemple. Tout à fait. Et ce qui est vraiment frappant, et les sources insistent là-dessus, c'est le flou qui s'installe entre toutes ces catégories. Les frontières deviennent poreuses. C'est-à-dire ? On voit des États qui utilisent des groupes criminels comme proxy. Des sortes de mercenaires du numérique, si vous voulez. Pour agir sans se mouiller. Exactement. Ça leur offre une déniabilité stratégique très pratique. Et inversement, des outils typiquement criminels, comme les rançongiciels, sont parfois utilisés par des acteurs étatiques. On pense à la Corée du Nord, par exemple. D'accord. Donc cette hybridation rend l'attribution encore plus compliquée. C'est un véritable casse-tête, un défi malheur. Et concrètement, comment on fait pour attribuer... Alors, les sources donnent des pistes, ou c'est mission impossible? Mission impossible, non, mais très difficile. Il y a bien sûr les analyses techniques, le code, les infrastructures utilisées. Il y a le renseignement humain aussi. Mais avec les proxys, les fausses pistes, obtenir une preuve irréfutable et surtout publiable, c'est rare. La coopération internationale aide, mais elle a ses limites, forcément. Bon, alors si on regarde les stratégies maintenant, côté offensif, ce que la France appelle la LIO, la lutte informatique offensive, qu'est-ce qu'on trouve? Plusieurs choses. L'espionnage d'abord, le vol de données sensibles, le piratage de l'OPM aux États-Unis, l'agence qui gère les fonctionnaires fédéraux, c'était massif. Des millions de dossiers. Ensuite, le sabotage. Là, on pense à Stuxnet, bien sûr, ce virus qui a physiquement endommagé les centrifugeuses iraniennes. Oui, Stuxnet a vraiment montré que le cyber pouvait avoir des conséquences physiques directes, très directes. On peut aussi citer les attaques russes contre le réseau électrique en Ukraine. Et puis il y a les opérations d'influence, la L2I en France, la lutte informatique d'influence, la désinformation, la manipulation de l'opinion. Tout à fait, les exemples sont nombreux. Les soupçons d'ingérence russe dans certaines élections, ou cette affaire du faux charnier au Mali attribué à la France par des campagnes en ligne. Et les outils pour tout ça, c'est quoi?
Les rançongiciels, type WannaCry, le phishing. Oui, ce sont des outils très courants, malheureusement devenus presque banals, utilisés aussi bien par les criminels que parfois par des États ou leurs proxys. Et en face, la défense, la LID, lutte informatique défensive. Ça a évolué aussi, j'imagine. Ah oui, radicalement, on est passé de l'idée d'une défense de périmètre, d'une forteresse digitale, à une approche beaucoup plus dynamique, la résilience adaptative. La résilience adaptative. Oui, l'idée c'est qu'on ne peut pas empêcher toutes les intrusions, donc il faut être capable de détecter très vite, de contenir l'attaque et de récupérer rapidement. Le concept clé qui émerge, c'est l'architecture zéro trust. Zéro confiance. Exactement. Le principe c'est je ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Chaque accès, chaque action sur le réseau doit être vérifiée, même s'il vient de l'intérieur. Fini le « dedans c'est sûr, dehors c'est dangereux ». Ça a l'air assez lourd à mettre en place, non? Au quotidien? C'est un défi, clairement. Ça demande des changements techniques, organisationnels, trouver le bon équilibre entre sécurité et fluidité du travail, c'est pas simple. Mais face à la sophistication des menaces, beaucoup d'experts pensent que c'est indispensable. Et il y a aussi des cadres de référence, non? Comme le NIST? Oui, le NIST, l'organisme américain de standardisation, propose des cadres très utilisés pour la gestion des incidents, et le cyber-renseignement, ce qu'on appelle la CTI, Cyber Threat Intelligence, est devenu vital pour anticiper, comprendre qui sont les attaquants, leurs méthodes. Et les impacts de tout ça, au final? Parce que ça reste pas virtuel. Ah non, loin de là. Économiquement, c'est colossal. Les sources parlent de milliers de milliards de dollars de pertes chaque année à cause de la cybercriminalité. Des milliers de milliards. Oui. Prenez WannaCry, on estime le coût à 8 milliards de dollars en quelques jours seulement. Ça a touché des hôpitaux, des usines. Ou l'attaque contre Colonial Pipeline aux États-Unis, ça a créé des pénuries d'essence sur la côte Est, c'est très concret. Très concret. Et pour la sécurité nationale, n'en parlons pas. Les infrastructures critiques, l'énergie, l'eau, les transports, ce sont des cibles de choix. Stuxnet l'a prouvé. Exactement. Stuxnet a été un véritable électrochoc. Ça a montré noir sur blanc que le sabotage physique via le numérique, c'était possible. Et puis, sur le plan géopolitique, toutes ces attaques, cette méfiance ambiante liée aux problèmes d'attribution, ça crée de l'instabilité. Et si on regarde vers l'avenir, quelles sont les tendances? Alors sans surprise, on va vers une sophistication encore plus grande. L'intelligence artificielle va jouer un rôle majeur, aussi bien pour les attaquants. Pour créer des attaques plus fines, du phishing personnalisé par IA, des malwares qui s'adaptent. Voilà, mais aussi pour la défense, heureusement, pour détecter des comportements anormaux, automatiser la réponse. Et puis il y a l'explosion de l'Internet des objets, l'IoT. Tous ces objets connectés partout. Exactement. Ça multiplie les points d'entrée potentiels, les vulnérabilités. C'est une course aux armements qui ne s'arrête jamais, en fait. Ça demande une adaptation constante et, idéalement, plus de coopération internationale. Même si on sait que c'est compliqué. Bon, alors si on devait résumer ce deep dive, qu'est-ce qu'on retient? La guerre numérique, c'est une réalité, complexe, changeante. Omniprésente? Oui, et ça va bien au-delà du simple piratage technique. C'est un vrai affrontement stratégique, avec des acteurs très divers, aux motivations parfois troubles, aux frontières floues. C'est ça. Des États, des criminels, des groupes idéologiques. Parfois, tout ça se mélange. Et les conséquences sont bien réelles. Sur l'économie, la société, la politique internationale, on est passé d'incidents un peu isolés à de vraies opérations sophistiquées, intégrées dans les doctrines militaires. Tout à fait. Et cet art de la guerre numérique, il demande plus que de la technologie. Les sources le soulignent bien. Il faut de la prévoyance, de l'agilité, une compréhension fine des motivations de l'adversaire, des interdépendances globales. Il y a aussi toute la question du droit, de l'éthique. Évidemment, comment appliquer le droit des conflits armés dans le cyberespace? C'est très compliqué. La question de la responsabilité aussi. Qui est responsable quand un proxy attaque? Et la collaboration internationale, on l'a dit, elle est indispensable, mais elle se heurte à beaucoup d'obstacles. Question qui reste ouverte. Vu que ces frontières entre acteurs étatiques et criminels s'effacent et que les outils d'attaque sont de plus en plus accessibles, comment est-ce qu'une nation ou même une entreprise peut redéfinir sa légitime défense à l'ère numérique? Au-delà de la simple réponse technique, je veux dire. C'est une question vertigineuse, non?